Parlons maintenant des quelques règles et des erreurs à ne pas commettre. Alors, règles évidemment et à prendre avec des pincettes puisque je vous l'ai dit, il y a beaucoup de nuances, de fluctuations dans ce domaine des partenariats. C'est une science humaine. C'est quelque chose qui restera flou de toute façon et qui dépendra de vos compétences, de vos affinités, de vos capacités à négocier. Quand je parle des règles, je vais parler en priorité des règles légales par rapport au contrat. Je vais vous donner un petit conseil rapide par rapport au contrat parce que je ne suis pas un conseiller légal. Je vous recommande de toujours consulter un conseiller légal pour ce genre de questions. Donc, en complément à ce que je vais vous dire, vous devriez contacter un avocat à chaque fois que vous allez avoir un contrat avec un partenaire. Je répète encore une fois, je suis censé ne pas du tout savoir de quoi je parle puisque je ne suis pas un avocat assermenté sur cette question. Maintenant que l'annonce est faite, laissez-moi vous expliquer de mon expérience et de ce que j'ai appris en discutant avec des dizaines, des centaines d'entrepreneurs, comment gérer ces contrats selon ma recommandation. Quand vous allez créer un partenariat stratégique, tout se joue sur la confiance. Tout se joue sur une poignée de main. Autrement dit, si vous ne pouvez pas faire confiance à la poignée de main de votre interlocuteur, si il vous faut une pièce de papier, un morceau de papier qui prouve le contrat, alors vous feriez mieux de ne pas signer ce partenariat du tout parce que de toute façon, il va mal finir. Mais je vais vous recommander de serrer la poignée de main, de croire dans cette poignée de main et d'avoir un contrat écrit. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir le contrat écrit? Tout simplement parce que tant que vous êtes de bonne foi, il vous arrivera quand même d'oublier certaines choses. Vous avez un partenariat avec un partenaire et puis un jour, l'un d'entre vous aura oublié qu'est-ce qui est censé rédiger les mails encore? Qu'est-ce qui est censé les envoyer? Ou bien le taux de commission, ce n'était pas censé augmenter à 15% de plus quand il y avait 500 prospects. Et vous vous direz maintenant, c'était quand il y a 1000 prospects. Eh bien, encore une fois, les paroles s'envolent, les écrits restent. Le fait d'avoir posé par écrit votre accord permet d'avoir une référence. C'est à ça que ça sert. Ne pensez pas qu'un contrat vous protège face à la mauvaise foi. Un contrat n'arrivera jamais, même un contrat écrit, n'arrivera jamais à vous protéger face à la mauvaise foi. Et vous faudra quelquefois vous défendre face à un tribunal, face à quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est pour ça qu'il vaut mieux serrer la main uniquement de gens à qui vous avez suffisamment confiance pour leur serrer la main. Par contre, contrat sur papier vous sera très utile pour vous souvenir de ce qui est essentiel et vous servira aussi quelquefois à vous défendre si jamais vous finissez devant effectivement un tribunal pour défendre vos intérêts. Je ne vous le souhaite absolument pas, mais au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui viendra vous embêter. Ça arrivera peut-être dans 3 ans, ça arrivera peut-être dans 5 ans, ça arrivera peut-être dans 10 ans. Aujourd'hui, j'ai toute une équipe d'avocats dans 5 secteurs différents. En fait, j'ai 5 équipes d'avocats différents, ce que j'aurais jamais imaginé avoir il y a à peine 2 ans encore. Mais tout simplement, bon, on s'y habitue, c'est les choses de la vie. C'est pour ça que maintenant, tout est bien cadré, bien défini par écrit. Quand je dis avoir un contrat écrit, il suffit d'avoir dans un mail récapitulatif, dans un papier sur lequel vous êtes d'accord et qui est écrit à 2 mains ou signé à 2 mains, il suffit d'avoir noté par écrit. Il faut savoir que selon la loi française, le contrat n'a pas besoin d'être écrit entre 2 entreprises pour être valable. Si vous envoyez systématiquement 100 prospects à cette personne en échange de 100 prospects, la personne peut défendre devant un juge et c'est tout à fait défendable. Ah, on avait un contrat, c'était 100 prospects contre 100 prospects. Parce que ce sont les actions qui comptent devant la justice. Mais le fait d'avoir le contrat écrit vous permettra de toujours être certain de ce qui a été dit. Maintenant, parlons rapidement de quelques questions qui se posent quelquefois. Faut-il envoyer son produit à un partenaire potentiel? La réponse est non. Dans mon cas personnel, je n'ai jamais envoyé un produit à des partenaires potentiels, sauf quand certains l'ont demandé. Et quelquefois, ça ne me dérange pas. Donc, si un partenaire potentiel demande le produit, n'hésitez pas. Si c'est quelqu'un qui peut vous amener plus d'1 vente, ça valait le coup de lui envoyer le produit pour qu'il puisse le voir. Est-ce qu'il y a un risque que quelqu'un copie votre produit? Si ça vous a pris 5 ans pour faire le produit, à mon avis, le risque est assez faible. Est-ce qu'il y a un risque que quelqu'un copie votre produit? Ça dépend encore. Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous sentiriez de serrer la main ou pas? Sinon, n'envoyez pas votre produit. Est-ce que c'est un concurrent direct? Si c'est un concurrent direct, ne faites pas un partenariat. Maintenant, concernant les aspects techniques du suivi, je voulais juste dire qu'on va en parler tout à l'heure dans la session sur la vente. Donc, on va parler des outils que vous pouvez utiliser pour traquer, pour suivre les prospects qui sont inscrits via un partenaire et pour vraiment avoir un suivi solide de leur vente.
Une question qui revient également souvent, c'est quelle part dois-je proposer à mon partenaire? Est-ce que je dois lui proposer un deal 50-50 où je lui paye 50% du prix du produit quand il fait une vente ou 50% de la marge? Ou bien est-ce qu'il faut que je propose plus davantage ou moins? En fait, ça va dépendre, vous allez deviner ce que je vais dire, ça va dépendre de vos capacités de négociation en premier. Ça va dépendre de votre marché en deuxième. Ça va dépendre de la personne que vous avez en face en troisième. Sur certains marchés, des commissions de 50% sont habituelles. Par exemple, vente de livres électroniques. Sur certains secteurs, on est habitué à 50%. Mais vous pouvez jouer sur d'autres facteurs parce que vous apportez quelquefois autre chose que juste l'argent. Peut-être que vous apportez aussi une renommée ou du trafic à votre prospect. Peut-être aussi que tout simplement, votre offre convertit davantage. Moi, je préfère avoir une offre qui convertit 4 fois plus de prospects avec 25% de commission plutôt qu'une offre qui convertit moitié moins de prospects avec 50% de commission. Parce que les chiffres, une fois qu'on fait la multiplication, montrent que dans un cas, je vais faire peut-être 100 €, dans l'autre cas, 4 fois moins de prospects pour 50%, je vais faire 50 €. Donc, votre partenaire fera le calcul aussi. La part n'est donc pas un chiffre fixe, je ne vous donnerai jamais un chiffre fixe. Encore une fois, ça va dépendre de vos capacités de négociation. Il y a des choix à faire, on va en parler plus tard concernant votre programme d'affiliation. Est-ce qu'il faut rémunérer aux clients, aux prospects, à vie? Je vais vous expliquer ça dans la section sur la vente. Enfin, une question concernant le nombre de partenaires. Il y a une règle qui va toujours s'appliquer, c'est la fameuse règle des 80-20. Autrement dit, 20% ou moins de vos partenaires apporteront 80% de vos ventes supplémentaires. Et donc, certaines personnes vont dire qu'il vaut mieux se concentrer sur ces quelques partenaires. Et c'est vrai si ça vous prend beaucoup de temps par individu de contacter les partenaires. S'il faut que votre partenaire, vous ayez au téléphone, que vous rédigiez pour lui un mailing, que vous vous occupiez de ce genre de choses pour qu'il puisse faire votre promotion, alors ça vaut le coup de s'intéresser que vraiment aux très gros poissons sur votre marché. Si vos partenaires, c'est les gens qui sont inscrits par mail et que vous relancez simplement par mail ou qui pensent à faire votre promotion, mettre une bannière ou faire un échange de liens, alors plus vous en avez, mieux c'est. Parce que 20% de 10 partenaires, ça en fait 2. Et 20% de 200 partenaires, ça en fait 40. Et 40 partenaires de gros volume, ça fait plus de ventes que 2 partenaires de gros volume. Donc personnellement, j'utilise toujours cette règle en me disant, je vais essayer de communiquer de façon globale avec le plus de partenaires possible, avoir le plus de partenaires possible. Et pour certains partenaires, ceux qui sont dans mon top 5% de partenaires, je vais les avoir de temps en temps sur Skype, je vais échanger de temps en temps en direct avec eux parce que ce sont les gens qui apportent le plus d'oxygène dans l'entreprise. Maintenant, parlons de quelques règles, quelques erreurs à ne pas commettre. Voici les 3 erreurs pour moi à ne pas commettre dans un partenariat. Première erreur, faire des promesses. Ça, c'est l'erreur qui a coûté le plus dans tout ce que j'ai vu comme catastrophes qui peuvent se produire, surtout chez les gens de mauvaise foi d'ailleurs. Si vous êtes de bonne foi, ça risque très peu de vous arriver. L'erreur qui se produit en général quand quelqu'un est de mauvaise foi, c'est qu'il va faire beaucoup de promesses. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît les gens qui sont de mauvaise foi. Les gens qui sont de mauvaise foi et les gens qui sont inconséquents font beaucoup de promesses. Ils vont vous dire « ça va cartonner, vous allez faire des centaines de milliers d'euros ». Ils vont tirer des plans sur la comète. Ils vont dire « écoutez, vous avez une mailing list de 100 000 prospects. En moyenne, chez nos partenaires, ils ramènent 10 € par prospect. Vous allez faire 1 million d'euros de commission ». Sauf que ces gens-là, ils sont soit inconséquents, soit de mauvaise foi, et ils ne connaissent pas des facteurs tout simples comme la dilution. Par exemple, plus un partenaire est gros, plus sa mailing list est grosse, moins elle va réagir en pourcentage. Donc, si une mailing list de 100 personnes rapporte 10 € par personne, quand un partenaire fait votre promotion, une mailing list de 100 000 ne va pas rapporter 1000 fois plus de commission. Elle va rapporter peut-être 100 fois plus de commission, parce qu'elle va être 10 fois plus diluée en fait. Et donc, il faut faire très très attention quand vous contactez un nouveau partenaire à ne jamais faire de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Vous pouvez faire des promesses solides. Vous pouvez promettre « je vais payer tant par vente ». Vous pouvez promettre « je vais envoyer un mail à ma base ». Vous pouvez promettre « je vais parler de vous dans un article ». Vous ne pouvez pas promettre « quand je vais parler de vous dans un article, 600 personnes au moins vont cliquer sur le lien ».
Vous ne pouvez pas promettre, quand je vais parler de votre vidéo, vous aurez au moins 10 000 visiteurs sur la vidéo. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais de promesses qui vont dépendre de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Ne faites pas de promesses qui vont dépendre du sens du vent. Parce que si vous promettez en fonction du sens du vent, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Et il n'y a rien de pire qu'un partenaire qui est déçu. Parce qu'un partenaire qui est déçu, il va arrêter de faire votre promotion. Il va mettre fin au partenariat. Il ne va plus vouloir entendre parler de vous. Et il va vous porter la poisse, il va vous porter une mauvaise réputation pendant des années auprès des gens de son réseau. Pas forcément publiquement, mais si quelqu'un de son réseau vient le consulter en lui disant « Tiens, j'envisage de faire la promotion d'un tel », il va dire « Ah, un tel, c'est une pomme pourrie. » Et il vaut mieux pas faire. Donc faites très attention, c'est une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, faire des promesses inconséquentes. Deuxième erreur à ne pas commettre, viser trop bas. Alors ça, c'est typiquement l'erreur quand on démarre son blog, de dire tiens, je démarre mon blog sur le coaching, j'ai encore que 2 abonnés, je vais chercher d'autres blogs sur le coaching qui ont peut-être 3 abonnés, 4 abonnés, comme ça au moins ça sera facile de les contacter. Alors oui, ça sera facile de les contacter. Seul problème, ils auront le même souci que vous, ils seront en train d'essayer de se dépêtrer avec le marketing, donc ils n'y connaissent rien. Ils sont incapables de vous amener des prospects parce que déjà, ils n'arrivent pas à les amener pour eux-mêmes. Et donc, c'est un partenariat qui va vous mener à rien. Deuxièmement, ça prend le même nombre d'efforts de discuter avec quelqu'un qui… Alors, je vais déjà vous dire que ça prend le même nombre d'efforts. Ensuite, je vais être plus précis. Ça prend le même nombre d'efforts de discuter avec un partenaire potentiel qui a 10 prospects et de discuter avec un partenaire potentiel qui a 10 000 prospects. Si vous avez la conversation, c'est la même conversation. Ça prend le même nombre d'efforts de bouger la mâchoire avec les deux. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple de faire un partenariat avec quelqu'un qui a 10 000 prospects qu'avec quelqu'un qui a 10 prospects. Parce que celui qui a 10 000, il s'y connaît en marketing. Il a déjà vu comment ça marche. Il sait envoyer un mailing à sa base. Il sait rédiger un mailing, sinon il n'aurait pas 10 000 abonnés. Et donc, celui qui a 10 000 prospects, c'est non seulement quelqu'un qui a plus d'audience, tout simplement, donc il va faire plus de ventes si vous avez un partenaire comme ça, mais en plus, c'est quelqu'un qui comprend comment ça marche. Donc, c'est quelqu'un qui va être plus facile à convaincre, plus facile à motiver, qui va faire plus de boulot de son côté, qui va le faire sans souci parce qu'il l'a déjà montré que c'est quelqu'un qui fait du boulot, vu qu'il a réussi. Et donc, c'est le partenaire idéal. N'allez pas viser bas en disant « je suis petit, je vais contacter les petits ». C'est comme ça qu'on reste petit. Contactez les gens qui ont l'envergure que vous voulez atteindre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est là que vous allez commencer à toucher des gens plus intéressants pour vous et qui restent quand même accessibles. Et enfin, je vais terminer cette section sur les partenariats sur une… J'aurais voulu terminer sur une note plus positive, mais je vais terminer quand même sur une note importante. Quelquefois, parmi vos partenaires, vous allez trouver des gens qui, s'il ne s'agissait pas de l'appât du gain, s'il n'y avait pas la possibilité d'un gain financier, d'un gain de vente, etc., ces gens-là, vous ne leur adresseriez pas la parole, vous ne marcheriez pas sur le même trottoir qu'eux, vous traverseriez la rue pour marcher de l'autre côté, vous leur tourneriez le dos, vous ne répondriez pas au téléphone. S'il n'y avait pas cette histoire d'arriver à vendre votre produit. Mais là, comme il y a conflit d'intérêts entre vous et votre entreprise, un tel, il a une mailing list, il a de l'influence, peut-être qu'il peut quand même apporter des ventes, peut-être que c'est moi qui suis trop tatillon. Si vous avez ce pressentiment négatif sur quelqu'un, ne prenez jamais cette personne dans votre programme de partenariat. Ne prenez jamais cette personne comme partenaire. Parce que ce pressentiment se révélera toujours vrai. Et croyez-moi, je parle d'expérience. Et le pire, c'est que si vous prenez une pomme pourrie, si vous prenez le genre de personne… Les pommes pourries, c'est typiquement la personne qui passe son temps à dire du mal d'autres partenaires. Vous arrivez pour discuter avec lui d'un partenariat et cette personne-là vous dit « Ah ouais, mais ça a l'air bien ton partenariat, c'est pas comme celle d'un tel, parce qu'un tel, je me suis trop fait avoir. C'est vraiment nul en fait chez un tel. » Quand cette personne-là dit ça d'une tierce personne, lors de votre première ou deuxième conversation, vous pouvez être absolument certain que dans 1 an, il dira la même chose à votre sujet et qu'il va le dire à toutes les personnes qui seront prêtes à l'entendre. Et si vous n'avez pas été assez rapide pour virer cette personne rapidement, elle aura eu le temps de contaminer vos prospects, vos clients, d'autres partenaires potentiels et votre pomme pourrie aura pourri tout le reste du panier. Donc faites très attention. Encore une fois, quand on fait un partenariat, j'insiste sur ce terme et c'est là-dessus que je veux terminer. Quand on fait un partenariat ça se conclut sur une poignée de main ou une poignée de main virtuelle si c'est par téléphone ou par Skype. Un partenariat, ça se conclut sur une poignée de main. C'est une relation de confiance et donc vous voulez choisir des gens qui ont tous les critères, qui sont non concurrents, complémentaires, qui ont une bonne audience, qui ont du volume, mais des gens en qui vous pouvez avoir confiance, des gens qui ont une vision du monde compatible avec la vôtre. Et c'est comme ça que vous allez être capable de faire des grandes choses, de faire des belles choses
en faisant des ventes.